N'oublions pas que cette émission s'appelle Ombre et Lumière. Alors pour quelqu'un qui a à peine 30 ans, un peu plus, déjà auteur de nombreux livres à très grand succès, très lus, très présente dans la lumière des médias, de la télévision, mais qui se réclame de la culture japonaise et qui dit qu'elle aime les Japonais parce qu'ils aiment l'ombre plus que la lumière, Amélie Nothomb, où est la contradiction? La contradiction n'est qu'apparente. Bon, c'est vrai que j'ai tendance à être un peu plus dans la lumière que je ne le voudrais pour la raison que je publie un livre régulièrement. Mais ce n'est pas une tragédie. De toute façon, je pars du principe que cette apparence physique, la personne qui parle là avec vous, n'est pas terriblement importante. Donc si elle est mise dans la lumière, c'est pas très grave, parce que de toute façon, ce n'est pas elle qui compte. À supposer que quelque chose compte en moi, ce dont je ne suis pas sûre, c'est de toute façon l'écrit. Et l'écrit, on peut difficilement le mettre en lumière. Néanmoins, vous y participez régulièrement à ce jeu de lumière, appelons ça comme ça. Et je me demande même, vous connaissant un peu et sachant votre lucidité, si vous ne vous êtes pas bien servi des médias qui, face à quelqu'un qui ne répondait pas comme d'habitude, qui n'avait pas le comportement ou même la gestuelle ou même parfois le look, comme on dit habituel, s'est rué vers vous, pour parler vulgairement, comme une bonne cliente. Amélie Nothomb, elle est formidable sur un plateau, et vous, de votre côté, vous le saviez. Et est-ce que vous vous servez des médias? Est-ce qu'ils se servent de vous? Est-ce que de toute façon, c'est pas important? Bon, de toute façon, et sans vouloir vous offenser, je crois que ce n'est pas terriblement important. Vous ne m'offensez pas du tout. Hein. Mais je ne pense pas m'être servi d'eux et je ne suis pas paranoïaque au point de penser qu'ils se soient servis de moi. Je crois qu'on fait, dans les médias comme d'ailleurs dans la vie, on fait plus ce qu'on peut que ce qu'on veut. Dans les médias, il paraît, toutes sortes de gens me soupçonnent de machiavélisme, ce qui me flatte beaucoup, et disent « Ah oui, on voit bien que vous voulez essayer de... » En vérité, je n'essaie rien du tout, je suis juste comme je peux être. Et le simple fait de pouvoir être quelque chose me paraît déjà, pour moi, un exploit. Donc, je ne peux pas cibler ce que je voudrais être, je suis juste ce que je peux être. Le vrai exploit, comme toujours chez un écrivain, c'est d'être sorti de la confidentialité et d'avoir atteint un très très large public et de continuer de l'atteindre. Et ça, c'est pas simplement parce qu'on passe bien à la télévision, c'est que les livres sont là, vos livres. Et ce qui me frappe chez vous et chez tout ce que vous dites et déclarez, pas seulement dans vos livres d'ailleurs, mais aussi dans vos livres, c'est une notion de terrible solitude. Oui, oui, bon, même si cette solitude n'est plus vraiment actuelle en ce qui me concerne, je pense que j'ai passé des années fondatrices dans une solitude extrême, bon, en gros de 10 à 20 ans, et même si maintenant je ne suis plus seule du tout, il n'y a rien à faire, le fond de moi reste seul, de même que le fond de moi a faim, même si je n'ai plus faim du tout, puisque je suis nourrie de 1000 manières, et je ne parle pas seulement d'aliments, je parle d'affection, je parle d'amour. Maintenant j'ai tout ça en abondance et en qualité, mais je reste une affamée, c'est dans le même ordre de la solitude. J'ai eu faim d'être humain parce qu'il y a eu trop peu d'êtres humains dans ma vie, pendant une longue période de ma vie, et à cause de ça, même si maintenant il y a énormément de gens, et peut-être même trop de gens, bien que je ne parvienne pas à trouver qu'il y en ait trop, eh bien, je reste dans la situation d'une affamée. 10 à 20 ans, cette faim d'humanité et d'amour était due au fait que, par son métier, votre père vous a baladé, enfin, vous a nomadisé, si j'ose dire, puisqu'il est diplomate, et donc vous êtes passé d'un pays à un autre, donc sans jamais vous attacher, sans jamais fabriquer d'affectifs, de relations, d'amitié. C'est-à-dire que malgré tout, bon, même si c'était des pays assez isolés, puisque bon, de 0 à 10 ans aussi, c'était le même cas, mais là, c'était des pays politiquement moins isolés, ou s'ils étaient isolés politiquement comme la Chine, c'était des pays où il y avait tellement de gens qu'on ne pouvait pas y être seul. Mais à partir de mes 10-11 ans, ça a été le Bangladesh, la Birmanie, le Laos, donc des pays politiquement isolés ou économiquement isolés, où il y avait des gens passionnants. Là n'est pas la question. Bien sûr que ce sont des gens fascinants et qui méritent hautement d'être rencontrés et aimés, mais c'est pas toujours facile quand il y a par exemple l'obstacle de la misère comme au Bangladesh d'avoir son meilleur ami dans la rue. D'autre part,
chat échaudé aussi, puisque auparavant, j'avais déjà connu le nomadisme pendant mon enfance et j'avais appris qu'il valait mieux ne pas s'attacher. Puisque je m'étais attachée au Japon, on m'a arraché du Japon, je m'étais attachée à la Chine, on m'a arraché à la Chine. Vient un moment où l'enfant se dit, je ne vais pas continuer à m'attacher, parce que à quoi bon aller au-devant d'un désespoir certain, vu que de toute façon, dans 2 ans, dans 3 ans, on m'arrachera à ces gens que j'aurais appris à aimer. Et pour moi, ce sera exactement comme s'ils seront morts. Parce que bien sûr qu'ils continueront à vivre, mais c'est illusoire de croire qu'on va garder le contact. On ne garde jamais le contact. On s'écrit peut-être 2 lettres et puis c'est fini. Le seul remède à tout cela aura été très tôt dans votre vie, et visiblement encore plus aujourd'hui, c'est même plus un remède, aujourd'hui c'est votre existence, l'écriture. Oui. Car vous avez commencé à écrire très tôt, même si vous n'avez pas publié tout de suite. Oui. Oui, c'est-à-dire que j'ai commencé à écrire pas si tôt que ça, puisque j'avais 17 ans, mais j'ai commencé à écrire en découvrant une solitude encore plus grande, qui était la Belgique, puisque paradoxalement, c'est quand je suis arrivée dans mon propre pays que j'ai eu l'impression de découvrir une solitude encore plus grande. Et du coup, j'ai commencé à écrire. Enfin, on dit du coup, c'est facile à dire, c'est pas si simple que ça, il suffit pas de faire 1 + 1 = 2 = écriture. Au début, on ne sait pas pourquoi on écrit. On se demande mais qu'est-ce que je fais là? C'est absurde, mais c'est pas grave, personne ne le saura, ça ne prête pas à conséquence. Et puis vient un moment où ça prête quand même à conséquence. Ça devient aussi une vie, une existence. En plus, Vous dites de façon très précise, et je sais aussi de quoi je parle, j'écris de mon côté, qu'il vous faut vos heures de travail quotidiennes et que quand vous commencez à écrire, même vous entrez dans une sorte d'état qui fait qu'à la limite, vous avez froid, vous avez vos rites. Oui. Hein? Racontez-moi un peu ça. C'est très intéressant de savoir comment un écrivain écrit. Eh bien, toutes mes journées commencent par l'écriture et quand je dis au saut du lit, certaines personnes appelleraient plutôt ça l'heure où on va se coucher, puisque le saut du lit, chez moi, se situe vers 3 heures du matin, parfois 4 heures. Donc, je me réveille après une courte nuit, parce que je dors très peu, et je me réveille à la fois très fatiguée, parce que j'ai trop peu dormi, mais avec un très très violent besoin d'écrire, c'est-à-dire que je ne me sens vraiment pas bien, et il faut que ça sorte. Alors, d'autre part, je sais que pour écrire, il va me falloir une dose d'énergie qui dépasse de très loin mes moyens. Et pour me donner ces moyens, j'avale un demi-litre de thé beaucoup trop fort qui va faire exploser mon cerveau et me donner la force dont j'ai besoin pour écrire. Alors, à ce moment-là, je descends dans ce que j'appelle mon sous-marin intérieur. J'ai choisi cette métaphore du sous-marin parce que vraiment, on a l'impression de descendre. Enfin, je ne sais pas comment ça se passe pour vous, mais moi, je sais que quand j'écris, je sens quelque chose qui descend. Alors, je ne sais pas où je descends, je n'en ai aucune idée. Je ne connais rien en psychanalyse, mais je descends. Alors, j'ai appelé ça mon sous-marin. C'est un endroit où, bon, je ne suis jamais allée dans un sous-marin, mais quand il y a des films qui se passent dans un sous-marin, on entend toujours comme des pulsations lentes et inquiétantes. Et c'est vrai qu'à cet endroit-là, quand j'écris à cet endroit-là de moi-même, j'ai l'impression que mon cœur ne bat pas au même rythme et que la pulsation est très lourde et très étrange. Et en même temps, c'est désagréable physiquement, mais en même temps, c'est fascinant. Et tout prend une ampleur considérable, d'autant plus que c'est à des petites heures du matin où déjà, on a tendance à être dans des états de conscience peu banals. Et vous en sortez dans quel état? Épuisé? Ça, capable de vivre une vie quotidienne normale? J'ai dû apprendre ça. Parce que finalement, vous avez raison de me poser cette question. Le moment le plus pénible n'est pas le moment où on descend, mais le moment où on remonte. Bien sûr. Vu qu'on a connu des états extraordinaires, on a eu l'impression de toucher des choses rares. Et puis tout à coup, on est tari, il faut bien remonter à la surface. On remonte à la surface et tout à coup, on a une impression de vide nauséeux et on se sent physiquement très mal, mentalement très mal. Bon, heureusement, maintenant que ça fait tellement longtemps que j'écris, j'ai appris à m'occuper de ce moment-là. Il faut tout de suite se plonger dans la vie, tout de suite. Il faut tout de suite voir des gens s'habiller, lire son courrier, se raccrocher à quelque chose. Correspondre, parce que vous avez beaucoup de lecteurs et de lectrices. Exactement, exactement. Et qui retrouvent parfois dans vos livres certains des désespoirs ou certains des vides ou des désarrois ou des interrogations que vous avez pu exprimer. Bien sûr, en précisant quand même que c'est vrai que la correspondance est très importante dans ma vie.
et j'ai beaucoup de correspondants qui comptent beaucoup pour moi, mais jamais je ne les citerai dans mes livres. Je respecte totalement leur secret. Je pars du principe que s'ils m'écrivent, ce n'est pas parce qu'ils recherchent la notoriété, sauf si parfois ils le demandent. Ça peut aussi arriver, mais c'est beaucoup plus rare. Donc je ne me sers pas de mes lecteurs qui m'écrivent. Voilà, la lectrice la plus importante, si j'ai bien compris, demeure votre sœur. Absolument. C'est-à-dire, oui. C'est elle qui lit le manuscrit avant l'éditeur, avant tout le monde. Oui, bien évidemment. Et elle est la seule personne qui lit tous mes manuscrits, puisque mon éditeur n'a pas lu plus de manuscrits que les plus assidus de mes lecteurs, puisque je n'en ai pas apporté davantage à mon éditeur. Ce qui le regrette d'ailleurs amèrement, parce qu'il voudrait que je m'amène avec les 40 manuscrits, mais ça, ce serait une chose que je ne ferais certainement pas. 40 manuscrits écrits quelque part, oui. Qui existent, qui ne sont pas encore publiés. 40 moins 10, puisque 10 sont publiés, ça fait, et comme je suis en train d'écrire le 41e, disons 30,5. Et alors donc cette sœur que vous avez, très proche de vous, en âge, oui. Et qui vous fait la cuisine, si j'ai bien compris, s'occupe de vous quand vous êtes en Belgique, elle vit en Belgique. Oui. On parlait tout à l'heure de mon passé à l'étranger, elle a eu le même passé que le mien. Donc pendant toutes ces années, je parlais de solitude, c'était à la fois vrai et faux, parce qu'en même temps, j'avais l'extraordinaire privilège d'avoir une sœur avec laquelle j'avais une relation terriblement forte et qui était toujours là, donc la solitude n'était pas complète. Disons que c'était une solitude gémellaire, une solitude à deux, ce qui fait naître un lien très fort entre deux personnes, surtout si elles sont sœurs à la base. Donc ça aurait pu, on était contraintes soit de se haïr, soit à s'aimer très profondément, et c'est ce qui est arrivé. Ça ne s'est pas passé comme ça tout à fait avec le frère, en revanche. Oui, disons que non, avec mon frère, j'ai eu des relations extrêmement banales. Je m'entends très bien avec mon frère, mais mon frère a joué le rôle que tout grand frère doit jouer dans une vie, à savoir que il m'a embêté de toutes les façons, il m'a traité de tous les noms, mais c'est très bien, un grand frère doit faire ça, une vie n'est pas complète si on n'a pas eu un grand frère qui vous disait tous les jours que vous étiez atroce et stupide. Et nul, puisque vous-même vous dites, je suis nul pour tout. Ah oui, mais sauf pour l'écriture. Enfin, ça, j'espère que pour l'écriture, ça va. Mais croyez-moi que ça, je n'ai même pas eu besoin du soutien d'un grand frère pour m'apercevoir que j'étais nulle en tout. Ça, c'était une chose. La vie, c'est bien chargé de me l'apprendre. Oui, mais en même temps, c'est peut-être ce que vous appelez cette nullité, c'est-à-dire cette incapacité de faire face au quotidien, aux choses, qui vous a embarqué vers la création. Mais disons que j'ai souvent eu l'impression que j'étais contrainte d'écrire et de le faire, je ne vais pas dire bien, parce que je ne sais pas du tout si j'écris bien, mais enfin d'écrire de cette façon, parce que si ça ne marchait pas là-dedans, alors, je ne vais même pas parler en termes de carrière, c'est rien la carrière, mais en termes de vie, je n'aurais jamais pu vivre, parce que c'était le seul moyen pour que quelque chose sorte et pour que quelque chose soit un tout petit peu abouti. Et même pour me dépasser moi-même, parce que je ne suis pas très importante, c'était le seul moyen de me connecter au reste du monde, non seulement au reste des humains, mais au reste du monde. Je crois que je n'étais pas très douée pour entrer en communication, non seulement avec les autres, mais avec la réalité, et que l'écriture était le seul moyen pour moi d'établir cette communication minimale. Et d'y trouver quand même peut-être parfois du bonheur ? Absolument. Oh, mais ça, oui, vous savez, je ne suis pas du tout à plaindre dans cette histoire, bien au contraire, parce que j'ai appris à trouver dans l'écriture, ce n'était pas le cas tout de suite, hein. Quand j'ai commencé à 17 ans, je ne me sentais pas bien en écrivant non plus, mais j'ai appris à trouver dans l'écriture, entre-temps, plus que du bonheur. Bon, le bonheur, ça ne veut jamais dire grand-chose, de toute façon, mais une espèce d'ivresse, de joie profonde, avec bien sûr des moments très difficiles, parce que ce n'est pas facile d'écrire, mais de toute façon, je pars toujours du principe que les choses qui en valent la peine dans la vie, les vrais plaisirs, les vrais amours, sont des expériences difficiles. Et ça, c'est une ivresse que je connais tous les jours. Et c'est une ivresse que je connais tous les jours, 4 heures par jour. Qui peut en dire autant ? Et malgré tout, lorsque je vous regarde, lorsque nous vous regardons, nous vous écoutons, je sens derrière vous une fragilité, une nervosité, une interrogation. Vous n'êtes pas vraiment complètement guéri de tous ces... Je suis très loin de la sérénité, oui. et je me demande si je connaîtrais un jour avant ma mort une minute de sérénité. J'aimerais, ne serait-ce que pour savoir comment c'est. Si ça se trouve, c'est très surfait la sérénité, si ça se trouve, c'est... Mais j'aimerais quand même savoir ce que c'est. Parce que
bon, là, je ne sais pas du tout quelle impression je donne, mais enfin, là, ça va plutôt bien. Je suis face à quelqu'un de gentil, pas livré à moi-même. Bon, un peu angoissée parce que je sens qu'on me filme, mais j'y pense pas trop. Mais j'ai des moments bien pires. Ce sont les moments où que je ne dors pas comme d'habitude et où là, je vais commencer à me torturer. Ça va être pénible. Donc, à ces moments-là, je suis vraiment nerveuse. Et vous êtes aussi, vous le dites, obsédé par l'abandon. Vous dites, je suis abandonnique. Oui, ça c'est vrai. Ce qui est une des grandes interrogations de l'enfance. Oui, L'enfant redoute l'abandon. Oui, j'ai toujours eu ça. Pourtant, franchement, j'ai eu des parents merveilleux et qui me donnaient toute l'affection dont j'avais besoin. J'avais aucune raison d'avoir ce sentiment. Mais j'avais quand même l'impression que je devais tout acquérir. C'était peut-être aussi parce que, quelque part, j'avais peut-être dès la naissance plus faim que les autres. Je me souviens que... Comment vous dites faim? Faim? Physiquement faim? De tout, dans tous les domaines. Par exemple, je me souviens que ma mère me donnait beaucoup d'affection et que cependant, j'en voulais davantage. Je lui disais, maman, aime-moi, aime-moi. Je me souviens de cette scène, j'avais 9 ans. Je me suspendais à elle, je dis, aime-moi, aime-moi. Elle me disait, mais je t'aime. Je dis, mais aime-moi encore plus que ça. Et alors, à ce moment-là, elle m'a dit une chose terrible, mais qu'elle a eu raison de me dire. Elle m'a dit, eh bien, si tu veux que je t'aime plus que ça, séduis-moi. Je me souviens que j'ai pris ça comme la plus mauvaise nouvelle du monde. Je me dis, quoi? Il va falloir que je la séduise. Mais c'est horrible, je ne sais pas séduire, je ne sais pas comment on fait ça. Et puis, à ce moment-là, je lui ai dit, mais ce n'est pas vrai, je ne dois pas te séduire parce que tu es ma mère, c'est ton devoir de m'aimer. Elle m'a dit, ce n'est pas vrai, c'est le devoir de personne d'aimer. Et dites donc, vous n'êtes pas merveilleux, vous n'avez pas une mère tellement facile, hein, c'est plutôt dur. Écoutez, c'était dur, mais elle avait raison. Elle avait raison parce que les enfants ont facilement tendance à croire que tout leur est acquis, qu'il leur suffit d'apparaître pour qu'on leur donne tout, on leur dise mais oui tu es merveilleuse. Mais non, ce n'est pas vrai. Bien évidemment qu'il faut se donner du mal pour avoir l'affection d'autrui. Et même une mère, si aimante soit-elle, bon, elle vous aime bien, mais enfin si on veut qu'elle vous aime aussi sublimement qu'on le veut quand on est enfant, il faut peut-être donner plus. On n'est pas à ce point indispensable qu'il suffise d'apparaître pour tout recevoir. Donc c'est vrai que très tôt, j'ai dû me mettre en tête, bon, comment faire pour séduire ma mère, mais pas seulement ma mère, mon père, les autres, et c'est pas facile du tout. Ça y est, vous y êtes arrivé? Je crois que j'y suis arrivée, du moins pour mes parents. Mais ceci dit, je vais vous dire une chose, je sais toujours pas comment on fait. Mais heureusement, parce que d'abord, si on savait comment on faisait, on deviendrait malhonnête, et puis aussi, la vie cesserait d'être intéressante. Parce que si on savait tout de suite comment se faire aimer de ceux dont on a envie de se faire aimer, qui n'est pas tout le monde, hein, je vous rassure, mais quand même certaines personnes, si on savait tout de suite comment se faire aimer d'eux, la vie perdrait tout intérêt. Il vous est arrivé de ne pas écrire une journée? Jamais. Depuis que j'ai 21 ans, je pense que ça ne m'est jamais arrivé. Ou alors il fallait vraiment que j'ai 41 de fièvre, or c'est pas mon genre. Non, vous êtes rarement malade? Il m'arrive d'être malade, mais généralement c'est le genre de maladie qui n'empêche pas d'écrire, comme par exemple des crises d'asthme ou tousser très fort, ça n'empêche pas d'écrire. Il faut vraiment délirer de fièvre pour ne pas pouvoir écrire. Il y a quand même eu des passages d'anorexie très forts. Hein. Oui, mais ça c'était antérieur. Ouais. C'était antérieur et c'est vrai que je ne pense pas qu'en tant qu'anorexique j'aurais pu écrire. Ceci dit, bon, j'ai maintenant des correspondances avec beaucoup d'anorexiques et beaucoup écrivent, mais ça me fascine. Je ne sais pas quel est leur degré d'anorexie, mais je sais que moi, quand je pesais 32 kilos, je n'aurais pas été capable, je n'aurais pas eu l'énergie. Même si une anorexique a une autre forme d'énergie, en tout cas, je n'aurais pas eu la substance pour écrire. C'est tous ces manques qui font votre énergie? Je pense que c'est l'accumulation, oui, d'un très grand nombre de manques passés et peut-être au présent. Enfin, je dis présent, moi j'en suis au stade où je ne sais même pas ce dont je manque aujourd'hui. Les gens me disent, mais attends, tu as tout. Franchement, maintenant, tu as tout. Qu'est-ce que tu peux bien encore vouloir? Ben écoutez, je ne sais pas. Moi, je me réveille tous les matins en ayant l'impression que je n'ai rien et qu'il va vraiment falloir que je me donne beaucoup de mal pour obtenir quelque chose. Vous vous réveillez aussi en vous disant, vous l'avez dit, ai-je vécu un miracle ou un malentendu? Oui. Je parle de votre succès, bien sûr. Oui, mais ça, c'est... Bon, ce n'est pas des choses auxquelles je pense en me réveillant le matin parce que ce n'est pas à ce point une obsession. Bien évidemment, il est très agréable d'avoir du succès, ça fait maintenant 9 ans que je le sais. Mais ce n'est pas une chose qui me préoccupe à ce point. Je pourrais perdre ce succès. Il est même probable que je le perde un jour. En tout cas, je dois me faire à cette idée parce que ce serait trop beau que ça dure toujours.
Et si je le perdais, sincèrement, je crois que ce ne serait pas une tragédie. Je ne vais pas dire que je le souhaite, bien sûr, je n'aimerais pas que ça m'arrive, mais j'y survivrais très certainement. En revanche, il y a des choses plus graves que je pourrais perdre, comme l'écriture, l'amour de ceux auxquels je tiens très fort, la vie de ceux auxquels je tiens très fort. Ça par contre, perdre ça est une chose qui m'angoisse très très fort. Il y a aussi des choses absurdes qui se greffent là-dessus. Par exemple, j'ai l'impression qu'aussi longtemps que je suis réveillée, je risque moins de perdre tout ça. C'est pour ça que vous dormez peu. Je suppose, ceci dit, je suis insomniaque depuis que j'ai 2 ans, donc j'ai dû commencer à avoir peur de ça très tôt. Hein. Mais c'est vrai aussi que je me dis que quand je suis réveillée, il peut moins se passer de catastrophes. Vous essayez de contrôler, vous qui vous dites nul et incapable de contrôler quoi que ce soit, sauf votre stylo. C'est dérisoire et absurde, parce que bien évidemment, je suis incapable de contrôler quoi que ce soit, et pas les autres non plus. Mais en même temps... Tout ceci est très paradoxal, parce qu'en effet, je suis convaincue que je suis nulle et je ne pourrai pas grand-chose, ni pour moi-même, ni pour les autres. Et en même temps, je le fais quand même, parce que je me dis, essayons quand même. C'est peut-être pour ça aussi que mon idéal est Don Quichotte. Don Quichotte est un personnage pour lequel j'ai une profonde admiration, parce que moi, je soupçonne Don Quichotte de ne pas être aussi fou qu'on le prétend. Je soupçonne Don Quichotte de savoir très bien qu'il ne va pas tuer les moulins à vent, ni rien du tout, et de savoir très bien que la dame de ses pensées n'est qu'une pauvre petite paysanne qu'il a ramassée dans la boue. Je le soupçonne de savoir tout ça pertinemment, mais d'avoir décidé de faire comme si il allait quand même pouvoir quelque chose contre ça, tout en sachant au même instant qu'il ne pourra rien faire, mais de le faire quand même. Pour moi, ça c'est un très bel idéal humain, de savoir qu'on ne parviendra à rien de toute façon, que la lutte est perdue d'avance, mais de la mener quand même. Vous savez, c'est exactement la fameuse phrase de Fitzgerald que citait souvent Bobby Kennedy, qui disait « La marque d'une intelligence est de savoir que les choses sont désespérées, et de faire en sorte néanmoins qu'elles ne le soient pas. » Ah ben ça, c'est magnifique. On va essayer de terminer sur une question, vous me répondrez, et je continuerai sur vos réponses par des « pourquoi ». Alors vous avez quand même dit aussi, l'amour partagé, c'est pratiquement impossible. Pourquoi? C'est quand même possible dans 1% des cas. Hein. Mais c'est prodigieusement rare et prodigieusement difficile parce qu'il faut quand même un miracle pour que ça se produise. Pourquoi? Parce qu'il faut tomber sur la bonne personne. Et c'est pas si fréquent, la bonne personne. Pourquoi? La personne qui va exactement vous comprendre, qui ne va pas interpréter de travers toutes vos paroles, certes très maladroites, mais enfin bien intentionnées. Vous l'avez trouvé? Je crois. Vous croyez? Mais c'est-à-dire que, bon, j'ai l'intime conviction que oui, mais en même temps, j'ai des relents de sagesse antique grecque, et il ne faut surtout pas provoquer la colère de la divinité. Donc si on arrive avec des certitudes en disant « mais oui, bien sûr, je l'ai trouvé », les dieux vont se venger, donc mieux vaut être prudent. Pourquoi? On n'est jamais trop prudent. Pourquoi? Parce qu'on passe sa vie à tout perdre tout le temps. Donc la vie nous a déjà appris qu'il valait mieux ne pas trop compter sur ce qu'on croyait avoir. Merci. Merci.